Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra à quelle heure vous regardez ce nouveau JT. Bienvenue, on est le vendredi 13, oui 13 octobre. Pensez à jouer au loto, ça porte chance normalement ou malheur, j'en sais rien. Enfin bon, tout le monde se débrouille et chacun voit midi à sa porte. Alors, cette semaine, je voulais revenir sur la fiscalité, mais un point très particulier de la fiscalité, à savoir la manière dont l'administration fiscale interprète les textes, notamment évidemment sur les métaux précieux, avec un exemple très concret pour vous permettre de visualiser les écueils auxquels vous pourriez être confronté, notamment en déclarant ou en ne déclarant pas les plus-values ou les moins-values, c'est rarement un problème, mais les plus-values que vous pourriez éventuellement devoir soumettre à des taxations. Donc on y reviendra. Avant d'aborder ce sujet, on va passer à la diapositive suivante qui est comme d'habitude l'évolution des cours de l'or. Donc nous avons touché plutôt le point bas de notre canal haussier. On évolue toujours dans ce trading range, c'est-à-dire un canal de trading. C'est assez simple, hein. Quand ça tape en haut, on vend. Quand on est plutôt vers le bas, on rachète. Et globalement, on ne se trompe pas si on fait du trading. Quand on fait du trading, on fait de la spéculation et on prend des positions à très court terme. On n'est évidemment pas du tout dans le processus assurantiel d'acquisition d'or physique. Faire du trading avec de l'or physique que l'on va stocker, ça n'a pas trop de sens dans la mesure où les coûts de transaction et de stockage sont élevés. Et donc forcément, vous ne les amortirez pas. Donc ça, vous prenez des ETF, vous prenez ce qu'on appelle de l'or papier, mais l'or papier, ça reste de l'or papier, ça reproduit le cours de l'once d'or, mais ça n'est pas de l'or physique qui vous protège. N'oubliez pas que pour une once d'or papier, en fait, il y en a au moins pour une once d'or physique, excusez-moi, il y a au moins 95 à 96 onces d'or papier. Donc vous voyez bien que si jamais on voulait convertir le papier, tout le papier or en or physique, eh bien le compte n'y serait pas. Donc ça c'était juste pour vous montrer les cours. On a tapé le canal baissier, on est reparti à la hausse. Et donc c'est assez logique qu'on soit reparti à la hausse puisqu'entre-temps, et on était allé un petit peu vite sur la diapo suivante, mais là on va la remettre, entre-temps nous avons eu évidemment la Catalogne. Et la Catalogne, c'est bon pour l'or. Encore une fois, incertitude égale hausse des cours de l'or, égale information qui va permettre de catalyser et de donner je dirais tout simplement un sens à un mouvement de hausse ou à un mouvement de baisse. Là, en l'occurrence, c'est un mouvement de hausse. Cet article de Daily FX qui d'ailleurs dit très très bien les choses là-dedans, hein. Cours de l'or, le dollar et la Catalogne pourraient profiter alors dans l'attente du FOMC et de l'IPC. Donc le FOMC et l'IPC, plein de sigles barbares pour dire, en gros pour simplifier, c'est quoi? C'est ce qui est bon pour l'or, c'est la baisse du dollar et évidemment les inquiétudes qu'il y a sur la Catalogne, puisque tout ça, ça met des incertitudes. Et ce qui est mauvais pour l'or, eh bien c'est toujours la même chose. La politique qui sera menée par la Réserve fédérale, c'est ce qu'on appelle le FOMC, qui est la réunion des gouverneurs de la Banque centrale américaine, et l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. Et donc qui dit inflation en baisse, dit par exemple, dit moins besoin d'or, plus l'inflation monte, plus on a besoin d'or, puisque l'or naturellement protège contre l'inflation. Voilà, bon, donc tout ça, ce sont évidemment des éléments qu'on surveille. Et en fonction, ça a un impact sur les cours. Mais pour le moment, de toute façon, on est toujours dans notre canal et il n'y a pas d'inquiétude particulière dans un sens comme dans l'autre à avoir. On va donc aborder maintenant notre sujet central et je vous reproduis ici un courrier de la Direction générale des impôts et donc de la direction de la législation fiscale. Donc en gros, c'est à eux que vous posez les questions très techniques sur des points de fiscalité très particuliers. Et en l'occurrence, vous avez ici un courrier d'un contribuable qui dit « Écoutez, moi, je voudrais acheter de l'argent physique. » Et sur l'argent physique, en ce qui concerne les pièces ayant cours légal, il n'y a pas de TVA. Je comprends bien qu'il y ait de la TVA sur les lingots, les textes sont clairs. En revanche, les textes sont également très clairs. Quand nous avons affaire à une pièce d'argent métal ayant cours légal, eh bien, elle est utilisée, elle a cours légal, donc il n'y a pas de TVA. Les choses semblent donc extrêmement claires dans les textes.
une pièce qui a cours légal n'a pas de TVA qui pèse sur son prix d'achat. Donc c'est exactement d'ailleurs ce que va dire les impôts. Donc là, les impôts disent, bon, bah, ok, on a bien compris votre question qui a trait à la TVA, on va passer à la diapositive suivante. Vous appelez l'attention sur les règles applicables en matière de TVA. Les pièces concernées, donc pour les pièces qui ont cours légal, les pièces concernées sont la pièce de 1 dollar américaine Silver Eagle, la pièce de 5 dollars canadiens qu'on connaît sous le nom de Maple Leaf, la pièce autrichienne de 1,50 €, la Philharmonique, et la pièce andorrane de 1 dinar. Bon, ça, on ne reviendra pas dessus, elle est marginale. C'est vrai que les gens connaissent beaucoup les Maple Leaf, les American Eagle et évidemment les Philharmoniques. Ce sont parmi les pièces d'argent neuves les plus traitées sur le marché international. Et donc, les impôts vont partir dans un raisonnement qui consiste à dire que, bah, effectivement, il n'y a pas de TVA sur les monnaies courantes qui sont des moyens de paiement légaux et les monnaies dites de collection. Donc c'est vrai qu'il y a d'un côté les monnaies de collection, d'un côté les pièces de monnaie qui sont des moyens de paiement légaux parce que c'est cours légal, donc c'est utilisable et utilisé entre guillemets dans le commerce. Donc les choses peuvent paraître très claires et les impôts disent un petit blabla en faisant pause à l'arrêt sur image, vous pourrez lire, mais on va passer à la diapositive suivante et vous allez voir qu'en fait la réponse de l'administration fiscale, c'est de dire que les pièces en argent fin dont le contribuable envisage l'achat soit n'ont pas cours légal, bon ça c'était le cas de la pièce andorrane, on la met de côté, soit elles ont bien cours légal, soit ont cours légal, mais, et ça c'est absolument divin en termes d'interprétation de texte, mais ne sont pas normalement utilisées comme des moyens de paiement légaux en raison notamment de leur valeur actuelle supérieure à leur valeur faciale. Vous êtes systématiquement dans ce cas-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, des pièces d'argent qui ont une valeur de 1 dollar, de 2 €, de 3 €, et bien évidemment, quand elles ont une once d'argent, elles valent beaucoup plus. Et s'il y a une appréciation du métal blanc, c'est-à-dire de l'argent métal, et bien évidemment, elles vont valoir encore plus, donc elles auront encore moins de rapport entre leur cours légal et la réalité de leur valeur, si vous voulez. Et donc les impôts, et pour l'administration fiscale, du coup, c'est sans ambiguïté. À partir du moment où leur valeur faciale est très éloignée de leur valeur réelle, le cours facial qui donne la légalité à la valeur, une pièce de 5 francs qui vaut 5 francs, mais qui manque de bol comme elle est en argent, elle vaut 8 €, eh bien évidemment, elle n'est plus considérée comme une pièce ayant cours légal, mais les impôts la rentrent du coup tout simplement dans une pièce de collection. Et à partir du moment où c'est une pièce de collection, eh bien vous savez quoi, les impôts vous mettent une TVA et donc vous allez payer votre pièce 20% plus cher. Voilà la réalité, à travers un exemple très concret, de l'interprétation des textes par l'administration fiscale. C'est très important que vous ayez ça en tête. Alors après, il va y avoir plein d'autres questions qui vont surgir. Par exemple, j'ai ici, mais j'aurais pu vous le faire avec, une pièce, une panda chinoise de 500 yuan. Une panda chinoise de 500 yuan en or, eh bien évidemment, elle a une valeur d'une once d'or plus sa prime. Donc c'est une pièce qui vaut 1300, 1400 €. Ça n'a rien à voir 1300, 1400 € avec évidemment 500 yuan. Ça vaut beaucoup moins en yuan, donc on pourrait avoir le même type de raisonnement fait par les impôts sur la différence entre le cours légal et le pas cours légal. Vous avez ici une autre pièce qui est le Krugerrand, pareil, une pièce d'une once, le Krugerrand sud-africain. Le Krugerrand sud-africain, il y a une particularité, c'est que si vous regardez bien, c'est une pièce qui a cours légal, le Krugerrand sud-africain, d'accord ? Officiellement, le Krugerrand sud-africain a cours légal. Le problème, c'est que si vous regardez bien l'avers et le revers, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a
aucun montant qui apparaît. Le Krugerrand est la seule pièce à cours légal sans valeur faciale. C'est assez intéressant. Comment les impôts vont se prononcer sur le Krugerrand qui a cours légal, mais qui est la seule pièce ayant cours légal sans valeur faciale? On peut multiplier donc les exemples à l'infini. Et on va en arriver à notre conclusion là-dessus. C'est que vous comme moi, on n'est pas fiscaliste. Donc ça, c'est très important d'être extrêmement modeste par rapport à ça. Et c'était ça que je voulais vous démontrer. Je ne voulais pas vous dire oh, « vous risquez ci, vous risquez ça, faites pas ci, faites pas ça ». Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je voulais juste vous dire « attention, soyons modestes dans ce que nous faisons ou ce que nous pouvons dire » parce que bien souvent, les choses derrière sont très complexes. Donc, voilà, il ne faut pas non plus asséner des vérités fiscales intangibles quand on n'est pas soi-même fiscaliste, spécialiste des impôts, ou qu'on n'a pas 10 courriers de l'administration fiscale pour être bien sûr d'avoir fait le tour de la question. Donc vraiment, règle numéro 1, vous n'êtes pas fiscaliste et moi non plus, donc beaucoup de modestie par rapport à ce type de sujet. Deuxièmement, évidemment, les textes sont interprétés par l'administration fiscale de manière restrictive. Et ça, si vous voulez, c'est une constante que vous devez absolument prendre en compte dans tout ce qui a trait à vos déclarations fiscales. Les textes sont systématiquement interprétés de manière restrictive par l'administration fiscale. C'est extrêmement logique. L'administration fiscale, elle n'est pas là pour faire des cadeaux. L'administration fiscale, elle est là pour lever l'impôt. Donc, elle a une logique d'administration fiscale. Elle est là pour vous prendre les sous. Donc, elle est là pour interpréter les textes de telle manière à ce qu'elle vous fasse payer le maximum. Et puis, vous, en tant que contribuable, bien évidemment, vous êtes là pour payer le moins possible. Et puis, quand on n'est pas d'accord, il n'y a pas forcément fraude. Quand on n'est pas d'accord, on a des moyens de dialoguer avec l'administration fiscale, il y a des experts, c'est à ça que servent les fiscalistes, et puis quand on n'est toujours pas d'accord, eh bien évidemment on se retrouve devant le tribunal administratif, non pas parce qu'on est dans une situation de fraude ou de malhonnêteté, mais tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation d'un texte, et donc on va faire arbitrer les choses par le tribunal administratif. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et il faut être un très gros contribuable pour pouvoir se permettre d'aller lutter, évidemment, contre les fins limiers de Bercy, qui, eux, ont des moyens quasiment illimités pour faire face aux contribuables qui les emmènent au tribunal administratif. Donc, là aussi, prenez vraiment bien en compte que les textes sont interprétés de manière restrictive, et donc qui dit restrictive dit évidemment en notre défaveur en tant que contribuable. Troisième élément sur lequel je souhaitais revenir, c'est l'abus de droit. N'oubliez pas, l'abus de droit, c'est l'arme fatale utilisée par les impôts. Cette arme fatale, elle consiste à dire que vous avez, vous contribuables, voulu éluder l'impôt, et que ce que vous avez fait, eh bien, ça ne visait qu'à éluder l'impôt, à vous permettre de ne pas payer d'impôt. Et peu importe si c'est autorisé, pas autorisé, si ça vous permet uniquement de ne pas payer l'impôt, et si votre manœuvre vise qu'à éluder l'impôt, eh bien vous tombez sous le coup de la loi qu'on appelle abus de droit. Donc gardez-le bien en tête, si ce que vous faites sert uniquement et exclusivement à ne pas payer d'impôt, vous relevez évidemment de l'abus de droit. Donc tout contribuable qui ne fait quelque chose que dans l'optique de ne pas payer d'impôt peut tomber sous le coup de cette loi. C'est absolument redoutable, on l'oublie, et c'est évidemment de manière très classique de cette façon-là que se font avoir les gens dans le cadre des contrôles fiscaux. Quatrième élément, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc tant qu'on ne vous écrit pas avec un tampon, avec les empreintes digitales trempées dans le sang de la personne même, ça vaut rien, d'accord? Le jour où vous êtes mis à l'amende, celui qui vous aura dit il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ci, lui, vous n'en entendrez plus parler. Et donc je vous renvoie à notre premier point, c'est on n'est pas fiscaliste, les autres non plus. Donc beaucoup de modestie par rapport à tout ça. N'oubliez pas, ceux qui vont vous conseiller de faire quelque chose, notamment à des fins commerciales, ne sont que très rarement les payeurs à l'arrivée. C'est le cas dans l'or, mais c'est évidemment, je vais vous donner un autre exemple, c'est évidemment le cas dans l'immobilier, où on vous vend des défiscalisations pour ne pas payer d'impôts. On vous envoie acheter du Pinel, du De Robien, du Cellier. On oublie de vous dire, par exemple, que
Si jamais votre bien n'est pas loué pendant une période de plus de 9 mois consécutifs sur les 12 ans que va durer votre défiscalisation, Bercy, les impôts et l'administration fiscale peuvent requalifier la totalité, par exemple, de certaines déductions et défiscalisations. Donc, si vous voulez, il y a des enjeux majeurs derrière. Donc, attention, les vendeurs, ils vous vendent des trucs, ils vous vendent toujours monts et merveilles. Et puis, le jour où il faut passer à la caisse, évidemment, il n'y a plus personne. Et c'est vous qui vous retrouvez qu'avec vos yeux pour pleurer. Donc les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Gardez toujours votre libre arbitre, travaillez vos dossiers. Et donc évidemment, le cinquième élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est cette fameuse niche fiscale des 5 000 euros pour les pièces ayant cours légal. Eh bien là aussi, pareil, deux choses. D'abord, encore faut-il que l'administration fiscale soit bien d'accord avec vous sur la définition des pièces ayant cours légal. Et on voit que ce n'est pas si évident que ça, qu'on peut vite transformer ou mettre les pièces qui ont effectivement pourtant cours légal dans la catégorie des pièces qui finalement n'ont pas cours légal parce que l'administration fiscale aura trouvé tel ou tel argument pour expliquer que pour elle, cette pièce n'a pas cours légal et donc vous requalifiez l'absence de plus-value sur les montants inférieurs à 5 000 euros. Et puis évidemment, l'abus de droit qui est l'autre écueil, c'est-à-dire que si jamais on revend 10 fois 5 000 euros dans la semaine, qu'on saucissonne et qu'on fractionne sa transaction, je vous dis n'importe quoi, vous avez évidemment 500 000 euros et vous faites 100 ventes le même jour de 5 000 euros en disant non, moi monsieur l'impôt, monsieur le contrôleur des impôts, moi j'ai fait 100 ventes de 5 000 euros la même journée, mais c'était pour autre chose que pas payer d'impôts, hein. C'était juste pour m'amuser à passer 500 ordres en une journée, 100 ordres dans une journée, donc vous voyez bien qu'évidemment ça ne tient pas la route. Celui qui passe une centaine d'ordres de vente dans une journée pour 500 000 euros uniquement pour revendre ces pièces de manière fractionnée, il est évident que les impôts lui diront, mes chers monsieur, vous êtes en pile poil dans la définition de l'abus de droit et votre manœuvre ne vise qu'à ne pas payer d'impôts. Donc non seulement vous allez payer vos impôts, mais en plus c'est de l'abus de droit, en plus c'est malhonnête, donc en plus vous allez avoir 80% de pénalité. Donc la bonne affaire se transforme en très mauvaise affaire. La conclusion, c'est soyez prudent, tout simplement, soyez prudent et soyez également raisonnable. C'est-à-dire qu'a priori, si vous revendez une fois dans l'année pour 5 000 euros de pièces, que vous faites contrôler, il y a de très fortes chances que le contrôleur des impôts laisse passer et ne vous dise rien. Tout simplement parce que le montant n'est pas significatif, parce qu'on parle non pas de 5 000 euros qui aurait dû être taxé pour 5 000 euros, mais sur ces 5 000 euros, vous avez un prix de vente, vous avez une plus-value, il faudrait taxer juste les 34 ou 35% de la plus-value concernée, etc., etc. Donc, à l'arrivée, les montants taxables sont relativement faibles. Vous le faites une fois dans l'année, ça passera. Vous le faites même une fois, 3 fois par exemple, et puis vous achetez une voiture parce que votre voiture a brûlé ou est tombée en panne. Vous pouvez bien prouver que vous en avez en plus peut-être besoin de cet argent, que ça ne visait pas à éluder l'impôt, que ça visait juste à racheter une voiture parce que votre voiture avait brûlé. Enfin bon, voilà, que sais-je. Donc il y a évidemment tout un contexte, mais là encore, ni vous ni moi, on est fiscaliste et c'est extrêmement dur à apprécier tout cela. Donc évidemment, on est raisonnable. Quand les montants sont importants, sachez que vous avez une procédure qui s'appelle le rescrit et vous avez parfaitement le droit d'interroger l'administration fiscale. L'administration fiscale, elle va vous répondre, elle va vous dire oui monsieur, vous avez le droit, non monsieur, vous n'avez pas le droit, oui monsieur, vous avez le droit sous réserve de ça ou de ça. Et à partir du moment où vous faites ce que l'administration fiscale vous dit que vous avez le droit de faire, elle ne pourra pas venir vous redresser derrière, ça vaut autorisation de faire ce que vous souhaitiez. Donc, c'est une procédure qu'il ne faut pas hésiter à utiliser quand les montants sont importants et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et donc c'est évidemment la procédure que vous avez vue et le courrier que je vous ai montré, eh bien c'est évidemment un rescrit, c'est-à-dire qu'on interroge par écrit l'administration fiscale et l'administration fiscale vous répond par écrit et sa réponse non seulement engage l'administration fiscale, mais en plus vient enrichir une base de données que vous pouvez consulter sur le site de Bercy et qui vous permet de voir un petit peu quel est l'état entre guillemets de la jurisprudence fiscale et la manière dont les contrôleurs et dont l'administration fiscale interprètent
les textes. Voilà, donc soyez encore une fois très raisonnables, soyez prudents, soyez modestes. À très bientôt pour un nouveau JT de l'or.